Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit n'importe quoi spécial rentrée. Je suis contente parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, enfin un petit moment j'abuse parce que le dernier remonte à mai donc en vrai ça va. Mais quand même c'est des vidéos que j'apprécie toujours de faire et du coup ça me fait plaisir d'en faire une nouvelle avec vous. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous rappelle que je l'ai emprunté de la chaîne des îles, n'hésitez pas à aller vous abonner. D'ailleurs je crois qu'au moment où je poste cette vidéo elle a déjà sorti un n'importe quoi de rentrée donc sachez que je n'ai pas voulu la copier et je pense qu'on va pas du tout parler des mêmes œuvres, je l'espère en tout cas. Et le n'importe quoi qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, ça consiste à présenter nos découvertes du mois, parfois nos favoris, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Moi souvent je montre des livres, des séries et des films parce que j'adore ça, mais après tu peux présenter aussi tes achats, ta musique, ton shopping, bref, ce que vous voulez quoi. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire votre propre n'importe quoi du mois en commentaire, je vous mets dans la barre d'infos livres, séries, machin, comme ça vous avez juste à copier-coller et à mettre vos belles découvertes de ce mois-ci. Et puis quant aux miennes, c'est parti, je vais vous les présenter. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Dans la catégorie livres, cet été et ce mois-ci j'ai pas mal lu franchement parce que comme vous le savez, Audrey, première booktubeuse française, et ma soeur, du coup c'est très pratique pour avoir un max de livres gratuitement et à disposition. Donc je lui avais vraiment envoyé un message en mode je veux tel type de livre, je veux ci, je veux ça, machin. Et du coup elle m'a créé ma petite pile à lire pour l'été et la fin d'été. Et du coup j'en ai lu pas mal et je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai vraiment adoré. On commence par le classique qui a eu une tonne de succès sur les réseaux sociaux il me semble. Nous les menteurs de Hilocart, désolé je ne sais plus c'est quoi son prénom, qui est donc en version poche, très pratique pour l'emmener un petit peu partout. Et en fait on va suivre l'histoire de Cadence et de 3 de ses meilleurs amis qui sont aussi ses cousins pour la plupart. Chaque été ils partent sur une île privée donc qui appartient à la famille Sackler, leur famille qui est assez riche quand même, avec pas mal de sœurs, les grands-parents, tout ça. Sauf qu'il y a un été où pas mal de choses vont changer et bouleverser les rapports entre ces 4 adolescents. Bon là je spoil rien parce que c'est vraiment dans les 2 premières pages, mais en gros Cadence, l'aîné des ados, va avoir un accident un des étés et qui va un peu du coup tout changer après ça. Mais en fait pendant toute la moitié, voire même presque tout le livre, on ne sait pas trop c'est quoi cet accident, on sait pas trop ce qui s'est passé. En fait elle s'est blessée, elle a eu un traumatisme crânien, mais on sait pas trop comment ça a pu arriver, dans quelles circonstances, parce que on l'a retrouvée sur la plage un peu inconsciente quoi. Donc tout le monde est assez mal à l'aise vis-à-vis de cette situation parce que on aimerait qu'elle retrouve les souvenirs et en même temps on ne sait pas trop qu'est-ce qui a pu arriver de pire que ça parce que c'est quand même étrange la manière dont c'est arrivé. Et du coup après cet accident elle va pas y aller pendant un an et elle va revenir l'année d'après et elle va essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver mais aussi pourquoi tout est si bizarre autour d'elle. Alors forcément la situation est tendue parce que le grand-père est de plus en plus vieux et en fait ses filles, donc qui sont 3 sœurs, veulent à tout prix l'héritage et forcément ça crée des complications et des disputes dans la famille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'intrigue, comment c'était ficelé. Je trouve que c'est vraiment très addictif, même si c'est un milieu qui attire pas forcément parce que c'est vraiment les gens riches qui sont parfois un petit peu hautains envers les autres et même envers eux-mêmes. On a quand même envie d'en savoir plus sur cette famille qui a ses vices et aussi ses mœurs. Et j'ai beaucoup aimé l'amitié entre les 4 adolescents qui est très belle parce qu'ils se connaissent depuis tout petit et en même temps qui est spéciale parce que comme elle le dit Cadence, en dehors des étés, ils prennent pas forcément de leurs nouvelles l'un de l'autre. Du coup c'est assez bizarre cette relation où ils sont très proches pendant 2-3 mois lors des grandes vacances et puis à l'année lorsqu'ils retournent dans leur vie normale, dans leur grande ville, ils sont de parfaits inconnus. On a aussi les rapports avec les parents, les grands-parents qui peuvent être parfois plus ou moins proches, parfois plus ou moins durs avec leur progéniture. Ouais je fais de la poésie, des rimes, tout ça. Mais voilà, je vous conseille vraiment parce que j'ai trouvé vraiment l'écriture chouette, on est à fond dedans, c'est bien raconté et les plot twists sont assez fous. Enfin en tout cas moi personnellement je ne m'y attendais pas du tout et je pense que cette lecture ne vous laissera vraiment pas indifférent. Bon après ce roman à suspense, un peu avec des tensions tout ça, on se détend avec une romance. J'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, donc elle a également écrit Love on the Brain que ma soeur a lu et pas moi, et ça inversement je l'ai lu et pas elle. Et alors ce qui est très drôle c'est qu'à la base je voulais lire l'autre, en fait je lui ai dit oh, je veux ça, mais je pensais que c'était l'histoire sur la NASA là où il y a 2 collègues qui se connaissent mais qui se détestent et qui travaillent à la NASA. Donc moi je pensais vraiment que je lisais ça quand je commençais l'histoire, j'étais en mode c'est bizarre et ils sont toujours pas à la NASA et tout, et en fait c'est pas du tout ça, c'est l'autre livre qu'elle a écrit, donc vraiment moi bêta. You are made of stupid. Et donc l'histoire racontée ici, c'est celle d'Olivia, donc une jeune étudiante en doctorat de sciences. Et suite à un concours de circonstances pour faire croire à ses meilleurs amis qu'elle est en couple, elle se retrouve à embrasser le premier venu qui n'est autre que Adam Carlsen, un professeur assez connu sur le campus de Stanford et qui en plus a la réputation de gros connard. C'est pas moi qui l'insulte, c'est le résumé du livre. Et au final il accepte de se laisser passer pour son faux petit ami parce que ça l'arrange lui aussi pour des histoires de profession et de mutation. Et donc ensemble ils vont commencer à former ce faux couple de étudiants et professeurs. Donc déjà en lisant le
début, en fait j'ai bugué parce que dans ma tête le professeur il doit avoir 60 ans ou quoi, mais non, rassurez-vous, c'est un prof qui a genre la trentaine parce que vous savez c'est des doctorants en sciences et tout, donc. Et elle a 26 ans, donc au final ça va, c'est pas un grand écart d'âge. Et bien sûr vous vous doutez bien que faire semblant d'être en couple, un moment on sait bien que ça peut déraper, hein. On a déjà eu la preuve avec tous les garçons que j'ai aimés. Là ils sont un peu plus grands, mais forcément on ne déroge pas à la règle, et je ne vous dis pas comment ça continue et comment ça finit, mais voilà, il va y avoir des petites complications. Est-ce que les sentiments vont commencer à un peu trop se développer ou pas? En plus Olivia elle va gérer ça, mais elle doit aussi trouver où est-ce qu'elle va travailler l'an prochain, qui va accompagner sa thèse ou son doctorat. Je suis nulle en ça, je ne sais pas c'est quoi les bons termes. Et le tout se passe en fait dans un milieu scientifique, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas non plus qu'une grosse romance cliché que entre les deux. En fait on a aussi les tensions que les élèves peuvent avoir avec ce professeur qui est parfois un peu trop sévère avec ses élèves. Olivia qui va essayer de chercher quel professeur ou quel scientifique peut l'accompagner dans ses recherches. Et en plus Ali Hazelwood a vraiment travaillé dans le milieu scientifique, donc elle nous immerge vraiment bien dans la description de ce monde là qui est assez particulier aussi, parce que y a pas mal de concurrence, pas mal de mépris pour les élèves qui sont encore que étudiants, et il va aussi avoir parfois des abus de professeurs, et c'est ce qui va être abordé et qui est assez important à mettre en lumière de nos jours parce que ça existe malheureusement encore beaucoup trop. Et je lis pas tellement de romances en fait, enfin moi c'est plus histoire d'amour ado que j'ai eu tendance à lire avant, mais là c'était la première fois du coup que j'étais vraiment là-dedans, et j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie. Je trouve qu'on rigole beaucoup, enfin en fait c'est un humour assez froid entre eux, mais en même temps voilà, il y a une certaine complicité qui commence à se créer entre les deux personnages. Les personnages secondaires sont tout aussi cool parce que du coup Olivia elle a ses meilleurs amis, donc un qui est en coloc avec elle et sa meilleure amie qui est aussi au campus, et en plus sa meilleure amie qui va trouver vraiment Adam et Olivia comme un couple super mignon, donc à chaque fois elle les pousse dans des situations assez grotesques et même cocasses, donc on sourit, on rigole avec eux et tout, et la relation va se développer. Mais ce qui m'a un peu surprise, c'est, ça va faire la meuf grave prude, mais c'est les scènes de sexe. Bon, sans rien dire, ça se trouve si je parle d'eux, ça se trouve je parle des meilleurs amis ou quoi, mais en fait ça m'a un peu surpris la manière dont c'est amené, parce que forcément on sait qu'il y a de la tension entre eux, du désir, et d'un coup ça part en description totale de cul, mais genre c'est sorti de nulle part, et c'est ça qui m'a un peu surprise. Et comme je ne lis aucune romance, j'ai pas d'avis comparatif en fait, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les romances, mais par rapport à l'écriture, je trouve que ça collait pas du tout avec leur caractère, genre même ce qu'ils se disent et tout. Dites-moi votre avis, si vous l'avez lu ou quoi. En tout cas ça reste quand même une très bonne lecture, voilà, qui divertit pas mal et on s'attache bien aux personnages. Puis je trouve que c'est sympa pour la rentrée parce qu'il y a quand même le thème, voilà, de universitaire, scientifique, tout ça. J'hésitais à parler de 2 ou 3 livres, mais je pouvais pas ne pas passer à côté de lui. L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez, parce que il vaut vraiment le détour. On va suivre le quotidien de 5 meilleurs amis, donc dans les contrées de Gap Lake en Californie. C'est le début de l'été, tout se passe bien, ils vont bientôt rentrer à l'université ou travailler pour certains. Sauf que sans faire exprès, ils vont malencontreusement déclencher un incendie dans les bois de Gap Lake, et l'histoire aurait pu s'arrêter là si l'incendie avait été contrôlé, mais malheureusement il va s'étendre sur plusieurs jours, plusieurs dizaines d'hectares et faire au total plusieurs morts. C'est donc le début du cercle vicieux pour les 5 meilleurs amis, parce qu'ils décident de ne rien dire et faire comme s'ils n'étaient pas là ce jour-là, ils ne sont pas au courant de l'incendie, de qui l'a déclenché, tout ça, alors que ce sont vraiment eux pour le coup les fautifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis c'est vraiment, bon je pense même en France, c'est puni par la loi de déclencher un incendie, et surtout quand ça devient un crime vu qu'il y a eu des victimes. Aucun n'a envie de ça parce que ils ont pas tous les moyens de se payer des amendes, ou ils n'ont pas du tout envie d'aller en prison, donc vraiment ils vont tout faire pour garder ce secret entre eux. Et bien sûr on se doute que c'est pas forcément facile selon le caractère de chacun. Moi je sais que j'aurais du mal à garder ce secret, enfin surtout des secrets aussi gros qui impliquent d'autres personnes que soi, et la tension au sein du groupe va augmenter jusqu'à commettre l'irréparable. Suspense, il faudra lire le livre pour savoir la suite, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture. Pareil, c'était très addictif. En fait tout ce qui est thriller, enquête, tension et tout, quand c'est bien écrit on a vraiment envie de lire l'histoire non-stop, de continuer d'être avec les personnages, même si j'aurais pas du tout envie de vivre leur situation. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était très addictif, les rapports entre les personnages sont intéressants, mais aussi assez toxiques, parce que du coup ils sont tous meilleurs amis depuis qu'ils sont petits, mais il y en a une qui vient pas d'ici et qui est un peu la gosse de riche quoi, tandis que Anna, le personnage principal, est amoureuse d'un de ses meilleurs amis. Va aussi y avoir d'autres relations amoureuses au sein du groupe qui vont un peu tout chambouler encore une fois, et j'ai vraiment aimé le suspense qui était installé, la manière dont c'est écrit. Dès le début on sait qu'il y a quelqu'un du groupe qui disparaît, donc je vous spoil pas, c'est vraiment dans les premières pages, mais on ne sait pas comment ça a eu lieu, et en fait ça va être en flashback un peu du tout début de l'incendie jusqu'à l'événement fatal. J'ai vraiment énormément aimé l'histoire, c'est également très bien décrit au niveau du ravage de l'incendie, et en plus, bon c'est horrible ce que je dis, mais comme j'ai lu au moment où c'était les incendies à Hawaï malheureusement, j'avais vraiment les images en tête de ce que peut provoquer un incendie. Enfin on a tous en tête les images de cette île qui était complètement brûlée, les gens ont fini à l'eau pour ne pas mourir quoi. Et quand tu lis les remerciements et tout, en fait tu te rends compte que l'autrice a vécu des incendies déjà similaires dans sa ville en Amérique. C'est ça que c'est aussi bien décrit, c'est qu'elle s'est bien renseignée et qu'elle raconte aussi un peu de son témoignage quoi. Donc j'ai adoré l'histoire, mais par contre je trouve que les personnages
personnages étaient assez toxiques entre eux. En fait le personnage principal, au début on s'attache à lui et tout, mais en fait après tu te rends compte que il y a plein d'aspects négatifs dans sa personnalité, mais pas qu'elle, hein. J'ai du mal du coup à m'attacher à elle parce que ce qu'elle faisait j'étais en mode non mais là frérot c'est non, enfin tu fais pas ça genre. Mais bon, leur caractère contribue aussi au développement de l'histoire, donc tout va de pair quoi. Si vous voulez un bon thriller suspense ado très bien écrit, franchement je vous recommande. Et oui, en plus j'ai oublié de le dire, mais le père d'Anna est shérif de la ville, donc là encore le mec est policier et c'est sa fille qui a déclenché l'incendie. Donc je vous raconte pas comment ça ne fait que dédoubler en tension du coup, parce que le shérif commence à se poser des questions sur sa propre fille, mais vous verrez bien s'ils se font prendre ou pas, je vous laisse me lire pour le savoir. On passe maintenant aux séries. La première série dont je vais vous parler c'est Bardo, créée par Daniel Thompson et Christopher Thompson, qui est dispo sur Netflix et qui est passé je crois en mai ou juin sur France 2, donc en fait c'est une coproduction. Ce sont donc 6 épisodes de 1 heure qui racontent tout simplement la vie de Brigitte Bardot, icône du cinéma français des années 60-70, et en fait on va vraiment suivre son adolescence mais aussi son début au cinéma à partir de 15 ans jusqu'à ses 25 ans, donc c'est pas toute sa vie, c'est que le début mais les grandes années qui ont fait exploser sa carrière. Dans les acteurs on retrouve Julia de Nunez qui joue Brigitte jeune, Victor Belmondo qui joue Roger Vadim qui va être un personnage très important dans la vie de Brigitte. On retrouve également Yvan Attal et Anony qui vont être un peu les producteurs chouchous de Brigitte, et bien sûr il a plein d'autres acteurs vu qu'elle va faire énormément de rencontres au fil de sa vie et de son métier, mais je vous les cite pas tous. Et au niveau de la série, alors je sais pas trop quoi en penser en fait, je n'avais pas tellement entendu parler mais je l'ai vu sur Netflix, je me suis dit ah bah vas-y pourquoi pas. Et au tout début j'ai eu du mal avec l'actrice principale, en fait comme personnellement je suis pas une énorme fan de Brigitte Bardot, pas dans le sens que je l'aime pas mais dans le sens où j'ai presque vu aucun de ses films, oui ça craint, il faudrait que je m'y mette, mais du coup après la série j'ai regardé pour voir un peu comparatif, parce que justement dans le personnage de la série je trouvais qu'elle avait une manière assez étrange de s'exprimer, assez parfois plate, ou je sais pas, je trouve qu'il y avait un côté un peu faux même dans les disputes ou quoi, enfin il y a quelque chose qui me dérangeait dans le jeu d'actrice, et du coup j'étais en mode peut-être que c'est le vrai personnage de Brigitte Bardot qui était comme ça, qui était assez laconique, plat, tout ça. Et après avoir regardé des interviews, c'est vrai qu'elle a une manière très calme et posée de s'exprimer, mais je sais pas si du coup c'est assez bien retranscrit dans la série. Moi j'ai trouvé que ça sonnait un peu faux, donc ça m'a un petit peu dérangé. Après je vais pas cracher dessus, je trouve que à la fin ça allait un petit peu mieux, donc est-ce que c'est parce que j'étais un peu plus rentrée dans l'histoire, je ne sais pas, mais c'est pas comme ça tout le temps. Mais je vais pas non plus critiquer le travail de Julia qui est quand même un gros travail d'interpréter une icône et de se mettre à sa place. Par contre pour la ressemblance physique et pour certaines scènes mythiques je trouve que ça marche vraiment bien, mais j'étais pas non plus totalement convaincue quoi. Ensuite au niveau de l'histoire, pareil, je connais pas assez la vie de Brigitte Bardot, mais j'ai trouvé que c'était très concentré sur ses conquêtes, ses nombreux amours, et ensuite le fait qu'elle devienne mère ou pas. Alors bien sûr on voit aussi tout l'aspect cinématographique avec les contrats qu'elle va signer, les films qu'elle va faire, tout ça, mais je trouve qu'on aurait pu un peu plus se pencher sur cet aspect là où ça devient vraiment une icône un peu partout, que sur l'aspect un peu mélodramatique de je t'aime, moi non plus, oh finalement j'aime lui, nanana. Après je suppose que c'était ce qui faisait parler à l'époque, et du coup en fait ils ont aussi reconstitué ça, tous les ragots, toutes les histoires qu'elle a eues, et la presse à scandale parce qu'elle en a beaucoup été victime, donc on voit aussi la souffrance qu'elle a pu ressentir, et le fait de vivre comme une telle célébrité, ça doit être affreux, et c'est assez bien retranscrit dans l'histoire et qui est intéressant à voir parce qu'on se met à sa place et on a de la peine pour elle clairement. En fait ta vie devient une image publique complète et tu n'es plus vraiment libre, et c'est ce qu'elle dit même dans des vraies interviews. Ça c'était pas mal aussi, ils ont vraiment retranscrit certaines interviews mot pour mot avec des scènes de la série, donc on est vraiment immergé dans son quotidien. Bon, même s'il rappelle que la série est une fiction basée sur des faits réels, je pense que la plupart des trucs sont vrais et ça renforce aussi l'histoire. Ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse parce que du coup c'était pas un coup de cœur, c'était quand même sympa, mais il y a des aspects qui m'ont un peu plus dérangé que d'autres, donc je reste assez mitigée de manière globale. Après je pense que si on aime Brigitte Bardot, ça se regarde. Je pense que pour tous ceux qui aiment le cinéma, ça reste sympa à regarder parce qu'on est vraiment plongé dans l'univers des années 60 avec les films qui ont été faits à cette époque et aussi avec les autres acteurs qui commençaient à être connus à cette époque, et ça donne envie de voir tous ces films là que je n'ai toujours pas vus. Honte à moi, voilà. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est The Wild, qui est disponible sur Amazon Prime, qui a été créée par Sarah Stretcher et qui date de 2020. Je pensais pas que c'était si vieux, j'avoue que je croyais que c'était 2022, moi, bref. J'en avais entendu parler, je sais pas si elle avait bien marché, mais elle avait eu des bons échos en tout cas à l'époque, donc je m'y suis mise. Alors il y a 2 saisons de 10 épisodes et de 8 épisodes, je n'ai même pas fini la première saison, mais j'étais en mode, en fait niveau timing j'avais envie de faire mon n'importe quoi là, et tant pis si j'ai pas fini, je vous en parle quand même. J'ai vu 5 épisodes sur les 10 pour l'instant, et on va suivre tout simplement l'histoire un peu tragique de 9 adolescentes qui sont parties en petit camp, un petit week-end, vous savez, un peu thérapeutique, où genre on va faire du yoga, des ateliers massage, des ateliers encens, tout ça, à Hawaï. Sauf que malheureusement, au bout de quelques heures de
vol, c'est le crash. Donc elles atterrissent sur une île, elles sont toutes seules, livrées à elles-mêmes, elles vont devoir survivre tout simplement. Sauf qu'on va vite se rendre compte que ce crash est un petit peu étrange et que derrière tout ça se cache peut-être une organisation qui contrôle un petit peu leur vie sur l'île. Et en fait dès le premier épisode on sait qu'il y en a qui ont survécu vu que c'est une interview face au FBI de chaque candidate. En fait chaque épisode va raconter la vie de chaque jeune fille avant le camp et ensuite pendant leur séjour sur l'île. Donc ça j'aime bien ce fait de voilà mélanger un peu les flashbacks, la vie quotidienne mais aussi voilà les tensions qu'il va y avoir. Et donc vu que le FBI enquête, on se doute qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça et derrière cette simple île. Alors les actrices qui sont jouées, comme il y en a trop, je vais pas vous les dire mais je vous mets juste les photos et les noms maintenant. Pour l'instant, je trouve qu'elles jouent toutes vraiment bien. J'aime bien le fait que vraiment chaque personnage est différent, a son propre caractère, qui va contribuer au bien-être sur l'île parce que chacun a des avis différents. Mais ça va aussi contribuer à certaines tensions parce que forcément, 9 filles adolescentes en pleine hormone, en pleine crise d'ado, on se doute qu'elles vont pas forcément toutes bien s'entendre et ce qui est tout à fait normal, hein, on peut pas aimer tout le monde. Mais voilà, elles vont devoir faire prendre de recul et de sororité pour pouvoir survivre toutes ensemble parce que c'est quand même dans la même galère, à savoir sur une île où il y a rien à manger, rien à boire, qui est pas super hostile mais qui est pas non plus super accueillante, hein. Ça reste une île déserte où il y a que des montagnes et de la jungle. Ce que j'aime vraiment bien dans cette série, c'est le côté un peu bah voilà, survivaliste. On va les voir apprendre à devoir survivre, construire des cabanes, des abris, et en même temps cette enquête qui a lieu en parallèle parce que du coup on a aussi les questions du FBI et au fur et à mesure des épisodes on commence à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce crash. Et j'adore aussi le fait qu'on voit voilà, la vie de chacune pour un peu mieux comprendre leur caractère, pourquoi elles sont comme ça. Personnellement j'aime beaucoup le personnage de Dot et en fait il y en a que j'aime pas forcément au début puis maintenant que j'aime un peu mieux. Par exemple Tony que j'ai appris à découvrir et comprendre pourquoi un peu elle est comme ça. Franchement c'est une série que je vous conseille si vous aimez les séries ados, pas forcément du coup du quotidien qui change un petit peu parce que là on est dans un univers très particulier. Il y a un peu une vibe à la Lost je trouve et je trouve ça vraiment sympa parce que Lost, j'avais adoré cette série quand j'étais plus jeune. En tout cas pour moi là c'est un sans faute, les actrices jouent très bien, l'intrigue est bien menée, on a de la tension, des amitiés qui se créent, d'autres qui se délient. Les épisodes sont longs en plus, ils durent entre 45 et 1 heure et on ne s'ennuie pas du tout vraiment, on a envie de savoir où va cette histoire. Donc je comprends tous les bons retours qu'il y a eu dessus, je vous la conseille vraiment. On passe au film avec deux films qui ne sont pas du tout de la même époque. Le premier c'est Tony en famille qui est sorti tout récemment au cinéma, réalisé par Nathan Ambrosioni. En fait très simple, j'ai vu une interview de lui sur Insta et en fait ça m'a surprise parce qu'il a que 24 ans et donc c'est un très jeune réalisateur et je trouve ça chouette de mettre en avant des jeunes dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est pas forcément facile de commencer le cinéma aussitôt, surtout dans la réalisation. Et en plus l'actrice principale c'est Camille Cotin, donc je me suis dit vas-y je vais aller au ciné voir ce que ça donne et j'ai pas du tout été déçue. Franchement c'est une très belle chronique familiale sur une mère de famille et ses 5 enfants. En fait elle est chanteuse et elle a gagné la Starac il y a genre très longtemps, ce qui a fait qu'elle est devenue très célèbre à une époque, mais bon bah on connaît parfois les retombées des réalités, on est connu pendant 5-10 ans et puis après ça s'effrite un petit peu parfois et c'est ce qui est arrivé pour elle et du coup bon bah elle est toujours un peu connue mais pour le même tube d'il y a 20 ans quoi, donc forcément elle est un peu lasse de tout ça et on va aussi suivre bah voilà sa reconversion professionnelle parce qu'elle a envie de changer de métier tout simplement, donc elle va devoir jongler entre voilà cette nouvelle vie professionnelle et sa vie de mère de famille, entre un ado youtubeur, un ado qui est en crise d'ado, une ado qui découvre ses premiers amours, une autre qui veut tout faire pour réussir son concours de danse et la petite dernière qui regarde un peu tout ça d'un air extérieur et qui se dit oulala c'est quoi cette famille. Mais de manière générale c'est une très belle chronique, voilà on s'attache aux personnages même s'ils sont agaçants et que les relations peuvent parfois être compliquées entre mère et enfant surtout à cet âge là. Je trouve que c'est assez réaliste et assez juste dans chaque scène et on sent quand même les liens forts qui unissent toute cette belle famille. On alterne pas mal de scènes voilà émouvantes, d'autres qui sont plus drôles, d'autres qui sont énervantes et ça représente un peu bah ouais l'adolescence quoi. Donc la mère est jouée par Camille Cotin et je l'ai trouvée très juste dans son rôle, ça lui va super bien. Et ensuite dans les enfants on retrouve notamment Léa Lopez qui avait joué Salomé dans Clem et j'aime beaucoup cette actrice. On retrouve aussi Thomas Juria et Oscar Polo, Louise Labec et Juliane Lepoureau. Donc c'est une très belle découverte franchement, si vous aimez les films voilà familiaux, à la fois touchants et drôles, vous allez passer vraiment un excellent moment et découvrir des acteurs prometteurs en dehors de l'icône Camille Cotin. Et enfin l'autre film dont je vais vous parler c'est Stand By Me de Rob Reiner, réalisé en 1987, qui est en ce moment même sur Netflix. Je l'ai vu hier soir mais par contre je crois qu'il part bientôt, donc dépêchez-vous si vous avez Netflix. Et franchement ça a été vraiment, je sais pas si c'est un coup de cœur mais j'ai trop aimé l'ambiance. En fait on va suivre l'histoire de 4 garçons qui vont bientôt rentrer au collège pour certains, donc ils ont genre 10-11 ans, et après avoir été témoins d'une discussion ils vont essayer de retrouver le corps d'un jeune garçon qui a disparu dans leur ville tout récemment. Donc ils vont partir à la recherche de ce corps à pied bien sûr vu qu'ils n'ont pas de voiture. Ça va être un peu un road trip mais en mode walk trip, genre ils y vont à pied quoi. Et c'est vraiment toute l'intrigue du film quoi, on va les suivre dans leur quotidien, marcher tous ensemble pendant ces 2-3 jours de cavale. Et j'ai trouvé l'histoire très touchante, un peu comme les films d'avant, très drôle et très touchante, mais là en plus on est vraiment concentré sur l'immaturité des garçons mais qui nous rappelle aussi notre enfance à nous. On a vraiment de beaux paysages et ce que j'ai aussi particulièrement aimé c'est que je crois que Stand By Me a pas mal inspiré les créateurs de Stranger
Stranger Things. Et en fait il y a plein de scènes où j'étais en mode mais oui mais ça c'est dans Stranger Things, mais oui mais ça aussi. Donc je me suis dit en fait ils ont pas mal copié les réals de Stranger Things. Et bon on peut pas comparer un film d'1h30 à une série de 30 épisodes au moins. Normal qu'ils prennent des refs de leurs films favoris. Et donc j'ai trouvé ça chouette de reconnaître ça. Et ensuite au niveau des personnages, je trouve que les 4 ont leur petit caractère pareil qui apporte leur touche à l'histoire. On a Teddy qui est fan de guerre et qui se croit en mission de caporal. Vern qui est un petit peu le petit froussard du groupe, voilà, qui nous fait bien rire. Chris qui joue un peu le bad boy du groupe alors qu'en fait il a un énorme cœur. Et Gordy, le jeune garçon qui fait un petit peu penser à Will, voilà, qui est un petit peu plus calme sur la réserve et surtout en deuil vu qu'il a perdu son frère d'un accident de voiture tout récemment. Donc voilà, en fait il y a cette énergie du groupe qui est très optimiste, très joyeuse, on rigole bien avec eux et en même temps on a la vie familiale de chacun qui est assez rude en fait et qui est pas mal rappelée. Et c'est ça qui est touchant, c'est que entre eux, entre amis, ils arrivent à se faire rire alors qu'au fond d'eux ils sont tous un petit peu tristes pour des raisons différentes. Et j'ai adoré la relation entre Chris et Gordy, vraiment moi j'étais persuadée qu'il allait y avoir une histoire d'amour entre eux. Et ces jeunes acteurs jouent tous très bien, donc franchement rien à dire sur voilà l'acting, les paysages, la cinématographie et également la musique parce que c'est des musiques des années 60, donc moi j'étais trop contente, je les reconnaissais toutes tu vois parce que j'adore cette époque là. Donc si vous aimez aussi vous allez vraiment vous régaler les oreilles et les yeux quand même parce que l'histoire est très chouette en fait, ça met du baume au cœur vraiment en mêlant rire et larmes. Je rejoins un peu ma précédente vidéo mais franchement film culte des années 80 totalement validé, vraiment j'ai adoré. Et voilà encore je ne sais combien de temps de vidéo mais j'ai beaucoup parlé. En tout cas j'espère vous avoir donné envie de découvrir toutes ces œuvres ou certaines œuvres ou pas du tout parce que les goûts et les couleurs c'est dans la nature, c'est pas du tout ça la citation. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, il faut de tout pour faire un monde et... ouais bon bref, vous chercherez sur internet. Encore une fois, n'hésitez pas à me recommander en commentaire vos séries, vos films, vos livres, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.